Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. J'ai donc décidé la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. On ne s'attendait pas du tout à ça. Plus le temps passait et plus l'angoisse grandissait de se dire comment on va se sortir de ça en ayant fermé 2 mois et demi. Il y a eu une petite sidération, quoi. Il vous faut un clap. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et plus particulièrement votre rôle dans le cinéma Le Zola ? Donc je m'appelle Jérémy Dunant, je suis responsable technique du cinéma. Alors le 14 mars 2020, comme vous savez, il y a eu le discours annonçant les mesures face au Covid. Comment vous avez réagi ? Au sein du cinéma, ça a été compliqué parce qu'en fait, d'un coup, on s'est retrouvé sans activité, coupé de notre public. Et donc le 31 mars 2020, le cinéma Le Zola a annoncé le lancement de son site. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la plateforme ? Donc la plateforme, c'est La Toile. C'est une plateforme de VOD, donc de location de films. C'est quelque chose qu'on surveillait déjà depuis quelques mois, voire quelques années, parce que La Toile, je crois, avait ouvert en 2017. Et il proposait déjà un service aux salles de cinéma comme ça, d'ouvrir une e-salle. La sidération du confinement a fait que voilà, on y a vu le moyen de rester en lien avec notre public. Il y avait cette idée de vouloir pas subir cette fatalité et de se réinventer. Il y avait la volonté de pouvoir continuer à programmer. En gros, les 2 ans sur lesquels on a exploité cette plateforme avant sa fermeture, on a fait environ 2500 locations, ce qui par rapport à Netflix ou Amazon Prime, c'est ridicule. Et sur ces 2500, c'est environ 1800 locations qui ont eu lieu pendant les périodes de confinement. Et lors du lancement de la plateforme, est-ce que la concurrence avec les géants du streaming comme Netflix, Disney, ça a été un peu un frein pour se lancer ? Un frein, non. Je ne sais même pas si on pourrait parler de concurrence. Les plateformes Netflix, Disney et compagnie, c'est de la SVOD, donc c'est de la VOD mais basée sur un abonnement. Ces plateformes sont obligées d'attendre entre 2 et 3 ans de mémoire avant de pouvoir recevoir le contenu qui est sorti au cinéma, enfin de l'ajouter à leur catalogue. Et pour terminer, est-ce que vous pensez que le développement de ces plateformes de streaming pourrait marquer la fin du cinéma au grand écran ? Non, les plateformes enlèveront pas la salle, ou en tout cas pas toutes les salles. C'est que aller au cinéma, c'est faire un acte, c'est un engagement. Vous êtes là tous à la librairie Vivement Dimanche. Je suis Maya Flandin, la responsable de cette librairie. C'est ce qu'on pourrait appeler une vraie librairie de quartier. Qu'avez-vous mis en place pour continuer à faire vivre votre commerce ? Sur le moment, pendant ces 2 mois et demi là, nous on a vraiment fermé complètement. Si vous vous souvenez, on n'avait pas de masque du tout, on n'en trouvait pas. On ne trouvait pas de gel hydroalcoolique et on ne trouvait pas de plexiglas non plus. Et c'est vrai que quand on a rouvert, on était censé avoir tout ça. Voilà, mon grand souci, c'était de réussir à protéger en fait les gens qui travaillaient à la librairie. Vous aviez mis en place un site ? Alors, ce site, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe depuis longtemps. Mais qu'effectivement, à la faveur de la crise, si on peut avoir des aspects positifs, il s'est mis à exploser. C'est pas le cas dans toutes les librairies parce que ça coûte cher un site. Mais il y a plus d'1 million de références existantes dans le livre. Et il existe un autre système auquel on participe aussi, qui s'appelle le système Chez mon libraire, pour proposer un site de géolocalisation. Les libraires qui n'avaient pas de site en propre, ils avaient quand même ça chez mon libraire. Et ce qui fait qu'on avait presque un coup d'avance. Avant, on considérait parfois que les librairies étaient peut-être un peu ringardes par rapport à Amazon ou je sais pas. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était carrément à la pointe, parce que ça, c'était prêt, c'était possible. Alors que d'autres commerces n'avaient rien. Ils ont pas pu faire click et collect. Ça n'existait pas. Il aurait fallu rentrer toutes les références en 2-2 et ça marchait pas, quoi. Alors finalement, voilà, ces 2 mois et demi de fermeture qui pour moi étaient une angoisse insurmontable, et finalement, cette année-là, on a fini le chiffre, on a fait le même chiffre que d'habitude. Ça veut dire qu'on a rattrapé ces 2 mois et demi en ouvrant en mai, ce qui est assez incroyable. Et avec le recul, le confinement a-t-il été un accélérateur ou un handicap pour vous développer par rapport à la concurrence d'Amazon ? Pour nous, ça a été plutôt un accélérateur. Par exemple, notre site, il existait et je rémunérais déjà quelqu'un qui s'occupe
et de la communication et de mettre à jour le site. Nous, ça fait des années que régulièrement on fait des petites campagnes de pub auprès de nos clients pour leur dire on a un site, vous pouvez l'utiliser. Quand vous pensez à vous acheter un bouquin à 23h, en fait, passez par notre site et venez le chercher chez nous. Bon, c'est vrai que là, le confinement, ça a été d'une efficacité redoutable parce qu'on n'avait même pas à le dire, les gens cherchaient, essayaient de voir. Et depuis la fin des confinements, est-ce que vos clients continuent à acheter en ligne ? Dès qu'on a rouvert, forcément, ça a baissé. On n'a pas continué parce que là, on faisait notre chiffre en entier, tout en click et collect, ce qui n'était pas souhaitable, parce qu'on n'a pas aimé du tout. J'ai pas du tout envie demain de faire le boulot que fait Amazon. J'ai vu ce que c'était. C'est de la logistique et c'est mettre des bouquins dans des cartons et les envoyer. Voilà, c'est pas mon métier en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, de me rendre compte que maintenant, d'une manière plus collective, on a compris ce que c'était que le métier de libraire et à quel point c'était intéressant et à quel point c'est un poumon dans une ville, c'est une respiration d'avoir des endroits de discussion comme ça. Là, voilà. Donc je pense pas que notre métier ait tant changé, je pense que réellement c'est la vision sur notre métier qui a changé. Et la preuve en est que explosent en ce moment les formations de libraires et que plein de jeunes veulent devenir libraires. Ça, je trouve que c'est très réjouissant. On est au Food Traboul dans le Vieux-Lyon. Moi, je suis Maxime Dubois, je suis gérant, cofondateur avec ma compagne Oriane et chef de la baraque à sucre, donc toute la partie sucrée dans le bâtiment. Alors le samedi 16 mars 2020, lors de l'annonce du confinement par Édouard Philippe, qu'avez-vous ressenti et étiez-vous en service ? On était en plein service parce que nous, pour la petite histoire, on a ouvert le 15 janvier 2020. Donc, voilà, donc on ne s'attendait pas du tout à ça. On s'est fait couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Donc voilà, il a fallu rebondir rapidement, trouver des solutions. Nous, on n'a pas fait vraiment de click and collect. On a essayé de voir un peu plus large pour essayer de minimiser les pertes. On a non seulement fait donc, du click and collect et on a travaillé avec Deliveroo et Uber Eats. On faisait un petit peu de click and collect. Après, c'est pas vraiment ce qui nous a sauvés entre guillemets, parce que ça a plutôt limité la casse, je dirais, plutôt qu'autre chose. On va dire que le click and collect, ça représentait à peu près, je pense, 20% de ce qu'on a pu faire pendant cette période compliquée. Et le reste, c'était vraiment que de la livraison, parce qu'on a la chance aussi d'être dans un point assez stratégique, donc le Vieux-Lyon. Depuis qu'on a ouvert au mois de janvier, on a connu l'euphorie du début pendant les 2 premiers mois. Il y a eu le premier confinement, donc paf, on s'est pris une balle dans le pied, comme on dit. Et là, après, on a réouvert, mais à chaque fois avec des nouveaux obstacles où il faut essayer de rebondir et trouver des solutions. L'avantage d'être dans un collectif comme le Food Traboul, donc comme on disait, on est 12 chefs, c'est qu'on est un peu une famille et qu'on a toujours des idées les uns les autres, on essaie de se tirer vers l'avant et de faire avancer un peu le bateau, quoi. Il y a quand même des côtés négatifs, je trouve, sur le numérique, c'est avec tout ce qu'il y a autour d'Internet, qu'on est dans une génération où tout le monde donne son avis, tout le monde a son mot à dire, avec les sites du style TripAdvisor, même sur les réseaux sociaux, c'est que en fait, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu fais un pas de travers ou quelque chose qui va pas, t'es dans le viseur tout de suite. Ça permet de générer aussi beaucoup de choses négatives qui reflètent pas la réalité. Bonjour, moi je suis Clément Leroux, je suis le chef de projet télésanté des Hospices Civils de Lyon. Donc on est au sein des Hospices Civils de Lyon dans un des locaux du service informatique. On a dû reporter énormément de prise en charge de patients à cause des confinements et de la surcharge hospitalière. Et également le déploiement des nouveaux outils de visioconférence et de prise en charge de patients à distance, avec notamment la téléconsultation qui a été, on va dire, fortement déployée pendant ces 2 dernières années. Et donc justement, en mars 2020, donc il y a eu le premier confinement. Comment vous avez fait pour basculer sur un système de télécommunication ? On a l'avantage au niveau de la région d'avoir une structure qui s'appelle le GCS SARA, donc qui est une structure qui est basée sur Lyon et qui a pour vocation d'accompagner tous les professionnels de santé, que ce soit des structures hospitalières ou cliniques, mais aussi les professionnels libéraux, à mettre en place des outils informatiques et numériques pour aider à ce déploiement-là. On a commencé donc en mars avec le premier confinement. On a commencé de manière relativement simple, on était tout de suite à 800-900 téléconsultations par mois à peu près, et aujourd'hui c'est un usage qui est vraiment rentré en routine et on est à peu près entre
2000 et 2500 téléconsultations par mois aux hospices actuellement. Et on était environ à 8 ou 10 téléconsultations par mois au mois de février, juste avant la crise, et on est passé tout de suite à plus de 800 dès le mois d'après, puisque tous les médecins, une grande partie des médecins, on est à peu près à 300 ou 400 médecins aujourd'hui qui s'en servent régulièrement, ont commencé à s'en servir avec des proportions plus importantes. Et justement, en proportion, ça fait combien par rapport aux consultations? Alors si on prend les derniers rapports d'activité des hospices, on est plutôt aux alentours de 180 000 à 200 000 consultations par mois. Donc pour moi, on représente à peine 1% de ce qui se fait. La téléconsultation, c'est globalement tout ce qu'on a gagné aujourd'hui avec les visioconférences de manière générale. On est sur des délais plus simples à mettre en place, des horaires plus faciles, ce qui nécessite moins de... Toute l'administration, tout l'accueil des patients peut être simplifié au maximum. Et ça simplifie énormément la prise de rendez-vous, les échanges avec les professionnels. À l'inverse, on se retrouve dans des cas de consultation où beaucoup de choses ne peuvent pas être réalisées. Prendre l'attention, faire une palpation, tous ces actes médicaux qu'on fait chez son médecin généraliste habituellement. Nous, la téléconsultation, on l'oriente principalement, et l'usage orienté principalement vers ça, vers des consultations de suivi, c'est-à-dire des patients qu'on connaît déjà, où on a juste besoin d'échanger avec eux, de savoir si leur état s'améliore ou s'aggrave. Et vous utilisez un genre du numérique comme Doctolib ou c'est quelque chose que vous avez développé? On a développé ça en interne. Aujourd'hui, Doctolib est une solution qui propose et de la télé, et de l'agenda, et des téléconsultations aussi maintenant. Mais nous, on a développé des solutions en interne, puisque ça fait très longtemps qu'on a commencé à le mettre en place, et qu'on sécurise de bout en bout, dont on est l'administrateur et dont on sécurise nos données.